Bienvenue tout le monde. On est back, Mélo? Et on a un invité. Yes, comme en deuxième partie d'émission à chaque fois. Ouais. Et là, on est vraiment chanceux. On accueille avec nous... Alors, on a demandé... on vient de demander... Moi, je vais t'appeler Rachel. Est-ce que ça va, Rachel? Ok, parfait. Eh ben, bienvenue dans notre émission. D'abord, on va juste dire que toi, pour une fois, on a un invité chez lequel il est plus tôt que chez nous. Quelle heure il est en Louisiane, là? Quand est-ce que je suis arrivée en Louisiane? Non, quelle heure il est? Oh, quelle heure il est? Oh, il est 17h13. Et vous allez adorer ça. Je suis assise dans ma chambre devant ma fenêtre qui donne sur le bayou Vermilion. Oh, et j'attends le coucher de soleil. Donc, oui. cool. Wow, ok. Merci parce que ici il fait nuit depuis comme 4 heures et il pleut et c'est dégueulasse et c'est vraiment déprimant. Donc là on peut un peu voyager, ça fait du bien. Alors pour les gens qui ne situeraient pas où se trouve la Louisiane, eh ben, la Louisiane c'est un état du sud des États-Unis et qui a une histoire un peu liée à la francophonie, mais on en parlera après parce qu'on sait que pour Rachel c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu pourrais te présenter, Rachel? Oui, je suis Rachel Doherty. Je suis prof de français dans une école secondaire à Lafayette, qui est au centre, mais au sud aussi. Pas loin de la côte, mais on n'est pas une ville côtière. Et je suis aussi chercheur, écrivaine et docteur en études francophones, spécialiste de la Louisiane contemporaine, la littérature, le militantisme linguistique et aussi de l'Acadie, où j'ai vécu en Nouvelle-Écosse pendant 1 an, où j'ai fait un stage. J'ai enseigné des cours d'histoire et de littérature à l'Université Sainte-Anne, à la Défense Paris. Cool. Oui, j'ai également enseigné dans les immersions à l'Université Sainte-Anne. C'est un parcours qui est assez commun pour les jeunes professionnels ou professeurs de français ou professionnels francophones dans le sud de la Louisiane. OK. Ben oui, j'enseigne des cours de français avancé en ce moment. C'est un nouvel poste pour moi. Mais c'est fascinant parce que mes élèves sont les finissants en immersion. Et on est le seul district scolaire, disons, et dans toutes les paroisses de la Louisiane, il y a la possibilité d'avoir l'immersion, mais pour la plupart, il n'y a que l'immersion pour à la maternelle ou bien pour les petits, parfois dans des middle school. Donc, nous sommes le seul système où tu peux faire toute ton éducation en français. Tu peux commencer en pre-K, la maternelle, et mes élèves sont les finissants, et puis en 11e année et aussi en 10e année, français 4, 5 et 6. Très cool. Pour les Européens qui nous écoutent, là, l'immersion, c'est quand... Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'immersion pour les Européens et les Africains qui nous écoutent? Oui, c'est... il n'y a pas beaucoup d'écoles qui sont 100% françaises. Il y en a, dont une dans ma ville. Et l'immersion, c'est un choix de faire son éducation en français. Donc, dans la plupart de nos écoles dans ma ville, il y a un programme d'immersion, ou pas la plupart, mais dans beaucoup d'écoles, il y a un programme d'immersion. Et on a de l'immersion espagnole et chinoise aussi. Mais les programmes d'immersion française existent depuis le plus longtemps. Et oui, c'est une opportunité d'aller à l'école en français. Est-ce que c'est 100% en français, l'immersion que tu fais? C'est 100% en français pour les élèves en kinder jusqu'à 5e année. Et puis, à partir de cela, il y a plus de cours en anglais. Par exemple, mes élèves à l'école secondaire, ils doivent suivre leur cours de mathématiques
et puis d'autres cours en anglais. OK. Mais à part de ça, c'est en français. Cool. Très cool. Je me demandais, au niveau de Lafayette et tout ça, comme, qu'est-ce qui... Pourquoi... Je le sais un peu, là, mais est-ce que c'est à cause de l'historique des Acadiens et de la déportation qu'il y a des choses en français? En partie, OK. oui. Oui, dans cette région de Lafayette, on est le plus connu pour notre présence acadienne. Il y a beaucoup de familles, il y avait beaucoup d'Acadiens qui se sont installés ici. Et donc, même l'université, le mascotte pour l'Université de la Louisiane, c'est Ragin' Cajun, ce qui est intéressant parce que c'est vraiment... Typiquement, ce n'est plus accepté de se faire appeler par un nom pour un groupe ethnique. Il y a beaucoup d'équipes qui ont volontairement ou après de la pression changé leur nom d'équipe parce que... C'était appelé pour des autochtones, mais oui, chez nous, Cajun et Acadien, c'est vraiment la culture francophone, française, de la diaspora francophone, qui est la plus visible. Mais on a également des créoles. Les créoles, ça, c'est plus complexe, mais ça aussi, ça englobe des Acadiens parce que, oui, c'est en tout... Tu peux être créole et tu peux être un descendant d'un espagnol, d'un français, d'une personne dont les ancêtres étaient mis en esclavage. Tu peux être indigène. Donc, mais pour la plupart, ici, ça indique que que ta famille était francophone à un moment donné, si ce ne l'est pas encore, ou créolophone, bien. Oui, on est connu comme étant une ville Cajun. Et on a toujours beaucoup de liens avec l'Acadie. Pour le 15 août, et juste avant le 15 août, il y a un événement qui s'appelle le Grand Réveil acadien. Donc, plusieurs villes y participent. Beaucoup d'Acadiens descendent en Louisiane pour visiter la région, pour participer aux réunions de famille, des présentations, des festivals, des événements. On participe, il y a beaucoup de Louisianais qui vont en Acadie pour les congrès mondiaux, comme vous le savez. Pour les personnes qui écoutent, qui connaissent pas l'histoire de l'Acadie, c'est OK. Pour un petit contexte, le 15 août, c'est la fête des Acadiens. Donc, c'est un moment où il y a souvent beaucoup de célébrations pour tout le monde qui est relié à ce peuple-là ou qui souhaite simplement fêter. Et c'est beaucoup de musique, c'est de la nourriture, etc., comme beaucoup de fêtes. Oui, c'est la fête nationale de l'Acadie, ce qui est une notion super intéressante. Parce que l'Acadie n'est pas vraiment... c'est une nation sans frontières, quoi. C'est ça. On parle des géographies invisibles ici. Alors, nous, en Louisiane, on est un État qui est situé sur la côte sud, sur le golfe du Mexique. On est plus proche des Antilles que nous sommes à l'Acadie et aux provinces maritimes au Canada. Et donc, notre culture a été façonnée par les contributions des deux cultures, des Franco-Canadiens, des Français qui sont venus, des descendants des Antillais, même des Créoles, même des Antillais, les colons européens de l'époque. C'était en fait après la révolution en Haïti où on a eu la plus grande vague d'immigrants francophones dans notre histoire. Donc, des historiens disent, ou il y en a qui écrivent que c'était probablement à cause de cette vague d'immigration que le français a persisté en Louisiane. Cela, c'était au début du 19e siècle. Et comme vous le savez, la déportation des Acadiens s'est passée en 1755. Et puis, la révolution haïtienne, c'était une soixantaine d'années plus tard. Wow! Et notamment, une chose que j'ai apprise, dont j'étais vraiment content, c'est que la première sénatrice de la Louisiane, c'était une Cajun. C'était Madame Babineau. Ah, vraiment?
Yes. Madame Babineau. Ouais. OK. C'était Madame Oui. Babineau pendant la... Alors, bon, elle n'a pas eu de chance, hein, madame, parce que c'était pendant l'ouragan Katrina. Et donc, son bilan politique n'a pas été jugé très positif. Oh non! Mais n'empêche que c'était une Cajun de Louisiane, justement, qui était la première femme sénatrice en Louisiane. Et ça, c'était quand même un beau symbole. Ah. C'était quand même un beau symbole. Wow, je ne savais pas qu'elle était la première. En fait, cela, c'était avant mon temps en Louisiane. J'ai déménagé ici. Je ne suis pas de la Louisiane. Tu viens d'où, toi? Je ne suis pas louisianaise d'origine. Je suis née en Oklahoma. Je suis une Américaine. En anglais, mon accent, c'est super fort. Mon accent du Sud, c'est vrai. Mais j'ai grandi en Géorgie. OK. Et j'ai étudié le français. Je voulais être prof de français. Et bah oui, donc quand j'ai choisi une université, je me suis dit, OK, je veux juste faire de la recherche. J'adore tout ce qui concerne le français, mais la Louisiane, c'est quelque chose, ça m'a toujours fascinée. Et une fois que j'ai visité l'affaire, j'ai décidé, OK, je veux m'installer ici parce que la musique, la cuisine, le fait qu'il y a une francophonie dans cette ville, le fait que je peux... vraiment, je travaille en français, j'ai toujours travaillé en français et presque tout ce que je fais socialement, mes sorties avec mes amis, le français est presque toujours présent. Cool. Wow. Mais ça c'est un choix personnel. Donc, ouais, super visible. Comment est-ce que tu as découvert comme le français et la francophonie? Comme, qu'est-ce que c'est ton parcours? Parce que, à ce que je sache, genre, l'Oklahoma est pas spécialement francophone. On n'a pas du tout. Non, on a déménagé en Géorgie. Non, j'ai étudié le français à l'école et j'ai beaucoup aimé. Et quand j'étais à l'université, je pense que je pense que j'étudiais d'abord la psychologie ou quelque chose, ou la sociologie, et je me suis dit, OK, je m'intéresse à tout ce qui est culturel et je veux vraiment juste faire la recherche, devenir prof. Donc, je vais choisir le français parce que je peux au moins enseigner la sociologie, l'histoire, l'art, tout ce qui est culturel. Donc, c'était juste un choix, oui, je suis chez vous. Ce qui m'intéresse, on va passer à la notion identitaire, je suppose maintenant. Mais quelque chose que j'ai remarqué quand j'étais en Nouvelle-Écosse, c'est juste une distinction que vous avez fait au Canada, c'est de distinguer les francophiles et les francophones souvent. Et peut-être, est-ce que vous croyez que vous le faites moins en milieu minoritaire ou que c'est aussi important de faire cette distinction-là? Personnellement, je sais pas, j'aime pas l'idée de séparer ça parce que je trouve que c'est comme, ça fait comme une hiérarchie de qui parle bien français d'après quelqu'un. Ouais. Mais mais comme j'ai déjà parlé à des personnes que le français c'était leur deuxième langue et eux-mêmes s'identifiaient pas comme francophones, ils sont comme, je suis quelqu'un qui parle français mais je suis pas francophone, ce que je trouvais vraiment intriguant. Mais donc la distinction de francophiles, ça les rendait comme plus à l'aise de se mettre dedans ça, mais comme techniquement quelqu'un de francophile peut être quelqu'un qui parle pas du tout français, mais qui est fasciné par le cinéma en français et qui le regarde avec des sous-titres, right? Ouais. Donc, mais c'est beaucoup, beaucoup utilisé comme je travaille dans un non-profit, puis nous, comme dans tous nos demandes de subventions, des choses comme ça, c'est toujours les Acadiens, les francophones et les francophiles, c'est les groupes qu'on nomme toujours. Donc, c'est toujours là, en tout cas, sur papier. Je sais pas quelle réalité ça a. Ouais, mais c'est quand même, c'est un mot pas mal utilisé et je pense plus utilisé maintenant. J'ai l'impression de plus l'entendre. Comme je pense que ça, c'est la chose qui crée comme le pont entre les deux. OK, d'accord. Oui, parce que je ne l'ai pas remarqué quand j'étais là en 2017 et 2018, par exemple, mais j'y aurais fait attention, je le sais, mais il me semble que je l'ai entendu le plus. J'ai enseigné cet été passé aux immersions, donc je l'ai entendu plus. Mais
aussi, c'est une conversation qu'on avait, les Louisianais qui étaient là avec les Acadiens. Parce que nous, on ne fait pas cette distinction-là, mais je pense que notre situation est si précaire qu'on doit inclure tout le monde, personne n'est exclu. Donc, si vous faites partie de la francophonie, si vous utilisez le français dans votre carrière, vous francophone. Êtes là. La francophonie est là. On a besoin de vous. Mais non, c'est juste une différence à laquelle j'ai réfléchi récemment. Justement, là, on parle de la question culturelle. En quoi c'est important pour toi, ta fonction de professeur de français en Louisiane, culturellement? En quoi c'est important? Ouais. C'est extrêmement important. Je suis une personne très importante. En fait, non, pas seulement moi. Non, en fait, même si j'ai un doctorat, je suis ravie de travailler dans ce programme parce que j'étais engagée par la personne qui est maintenant la directrice du curriculum et qui a créé un curriculum excellent qu'elle a dû inventer et qu'elle a basé sur des standards internationaux pour les compétences. Ces élèves-là ils vont passer un DELF à la fin de leurs études. Donc, c'est super important parce que vraiment la seule chose quantifiable pour mesurer le succès de tout ce militantisme et de tous ces efforts pour, je déteste dire préserver, mais pour aider, pour promouvoir la francophonie en Louisiane, l'éducation et le nombre d'élèves qui parlent français et des nombres croissants de francophones, c'est vraiment la seule chose à laquelle on peut duquel on peut parler. Wow. Du coup, là, ma question, c'est vraiment pour comprendre, pour les gens qui nous écoutent et qui se diraient « Ah bah tiens, la Louisiane, c'est francophone, etc. » On est d'accord que le français est minoritaire en Louisiane et que du coup, toi, une de tes fonctions, et on comprend ton combat et ton militantisme, c'est de faire que le français, au-delà de se préserver, se développe. C'est ça, exactement. Oui, l'objectif, c'est de développer le français ici. Et donc, on est en situation, on est en milieu minoritaire, les francophones ici, mais la francophonie s'étend presque dans toute la partie dans le sud de l'État. Pour les statistiques, on est, c'est 2% de la population. OK, ouais. Donc, c'est, ceci est d'après l'Organisation internationale de la francophonie. Et je pense que ces statistiques sont assez fiables parce qu'on est devenu récemment membre observateur. OK. Et parce que le français a un statut de langue étrangère. Oui. Mais on est 84 000. Donc, c'est beaucoup je quand sais même. pas. Ça m'étonne. Ouais. Mais pour vous donner une idée de la diversité francophone et de l'accès à l'éducation en français, ici à Lafayette, là où on a des liens forts avec l'Acadie et avec d'autres nations qui s'intéressent à nos efforts, c'est grâce au fait qu'on est le siège du CODOFIL, qui est le Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui a été fondé en 1968. Et c'est leur objectif, c'est de supporter et augmenter les communautés françaises en offrant des bourses aux étudiants, aussi aux élèves, aux finissants pour aller à l'étranger pour faire des programmes d'immersion. Ils soutiennent l'éducation en français en engageant des professeurs de partout dans le monde et ils soutiennent également des entreprises qui priorisent le français, dont il y a très peu. En fait, l'industrie le plus francophone ou l'industrie qui profite de la francophonie ici le plus, c'est le tourisme.
Ah, dans le il y a tourisme. des visites. J'allais dire la pêche à la crevette, mais non. Comment? J'allais dire la pêche à la crevette, mais non, c'est le La tourisme. pêche à la crevette? Oui, la pêche. Bah oui, beaucoup de pêcheurs de la crevette sont francophones. C'est comme bien ici, c'est sûr, parce qu'en Nouvelle-Écosse, c'est le tourisme et puis aussi pas mal la pêche parce que pas mal d'endroits sont pas mal à l'Omar. Ouais, c'est ça. Yes. Et là, je vais juste rebondir parce qu'il y a Swael qui est dans le chat et qui nous dit que lui aussi, quand il voit la différence entre francophone et francophile, il dit que se dire francophone, c'est aussi représenter un certain militantisme pour le français, alors que francophile, tu te dis juste, j'aime personnellement cette langue, ou je me sens représenté dans cette langue, ou j'aime la culture, etc. Alors que francophone, ça a l'air d'être, selon lui, plus militant. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Ah oui, je suis d'accord avec ça. Ici, je m'identifie comme francophone, ici. Ouais. Mais récemment, quand j'étais au Canada, je me suis rendu compte que peut-être je ne devrais pas le faire là-bas. Ça, c'est pourquoi je suis pas d'accord avec ces termes-là. Comme, il y a des, moi, il y a des personnes que je connais qui s'identifient comme francophiles, qui sont comme vraiment impliquées dedans tout ça. Donc, c'est là où, je sais pas si on crée comme des barrières ou on kick out. I don't know. Mais j'aime Swael. Je suis pas contre lui. Je t'aime, Swael. je respecte ton opinion. Je me demandais justement, comme au niveau de l'éducation, et de la structure en Louisiane, est-ce que c'est grâce au codophile qu'il y a accès à ça, ou est-ce que l'État subventionne des choses? De ce que je sais, l'État subventionne pas beaucoup de choses, mais je suis vraiment pas connaissante en détail de la structure de l'État de la Louisiane, là. Donc, comment est-ce que l'État réagit à la francophonie puis à l'éducation en français? Je devrais être capable de répondre plus en profondeur que ce que je vais vous dire. Et pas de problème. C'est ironique parce que je viens de donner à mes élèves, mes finissants en 12e année, des articles sociologiques à ce même sujet. Mais je savais où ça se trouvait. J'avais le livre, j'ai scanné pour eux. Je leur ai dit, OK, oui, il faut que vous lisiez cette partie pour votre présentation. Oui, avec tous les détails là-dessus, mais je ne l'ai pas relu moi-même. Mais called out, là. Le codophile subventionne des salaires des profs OK, quand qui même. sont recrutés. Mais je ne suis pas un prof codophile. Le codophile ne paie pas mon salaire parce que je suis américaine. Ouais. OK. Oui, c'est tout. Je ne suis pas venue ici de notre pays. Mais les écoles en Louisiane, les écoles publiques ont une politique de choix, c'est school choice. OK. Donc, tu peux choisir l'école autant que c'est dans la même paroisse, parce qu'on a des paroisses, non pas des comtés. OK. Donc, ce qui est grâce au fait qu'on était une colonie française. Mais oui, donc ce sont des écoles publiques. Donc, mais si tu veux il faut appliquer parce que l'immersion chez nous, ça fait partie c'est comme une filière du conseil scolaire de Magnet Academy. Donc, c'est une école avec un certain programme. Il y en a avec des programmes en technologie, en art, mais l'immersion, c'est un de ces programmes-là. Donc, tu peux mettre ton enfant en immersion et l'enfant peut aller à l'école de ton choix pour cette raison. Mais pour établir un programme d'immersion, et en principe, tout le monde a le droit de demander le conseil scolaire d'introduire un programme d'immersion. Il faut avoir un certain nombre de signatures et puis ils sont supposés de demander pour les fonds pour cela. Mais ça exige énormément de travail. Ça a l'air assez simple quand on l'explique comme ça, mais ça c'est ici depuis très longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons dans la paroisse de Lafayette un programme pour
du début jusqu'à la fin. Ça existe aussi à la Nouvelle-Orléans, mais ce n'est leur école, même si c'est aussi une école publique, c'est aussi française. Et je ne suis pas trop certaine de l'histoire de ce système-là, mais ils passent le bac. C'est vraiment une école française là. Okay, oui, mais on a des un lycée français. Charter school. Okay. Oui. Ok. Oh yeah, charter school qui est un whole other thing. Ouais. Et Oui, là, c'est un whole other thing et je ne sais pas trop les détails là-dessus, mais je sais que ça existe ici. Et, j'ai une bonne amie à moi, elle est la directrice d'une de ces écoles, mais qu'elle a fondée parce qu'elle voulait qu'il y ait une école française dans sa paroisse. Donc oui, mais c'était un charter school, donc elle pouvait le faire. Ouais. Quand on a préparé cette entrevue, tu nous as dit, il y a un sujet qui m'interpelle et qui m'intéresse, dont j'aimerais parler. Yes. C'est la question du lien entre la Louisiane et les loups-garous. Yeah. Moi, t'as trop éveillé ma curiosité. Qu'est-ce que ça vient faire là? OK. Oui, j'ai proposé comme sujet parce que je pense que je suis une des seules personnes qui publie des articles à ce sujet-là. Mais mes recherches sont des analyses de la littérature contemporaine parce que le loup-garou est une figure, un personnage qui est répandu dans le peu de littérature contemporaine écrit en français de la Louisiane, mais aussi parce que c'est une figure qui est très populaire dans la culture, qui est répandue dans la culture populaire. Mais on a aussi énormément de légendes et de folklore à son sujet aussi. Donc, oui, j'ai décidé d'écrire la moitié de ma thèse de doctorat sur les loups-garous parce que tous les poètes et tout le monde que je connaissais qui avait récemment fait publier un livre en français de la Louisiane écrivaient à ce sujet-là. OK. En s'identifiant comme un loup-garou. Man, c'est comme j'avais commencé un projet de poésie où comme tout mon spiel à propos, c'était comme justement l'inspiration du loup-garou dans la culture louisianaise, où c'était comme cette double identité. Donc, comme je fais partie de ce de ce batch de gens qui trouvent ce personnage vraiment intéressant. So, quand t'as mentionné ça, j'étais comme interesting. Wow, ça, oui. Alors, oui, c'est super interesting. Oui, il y a un cercle, je les appelle le cercle de poètes lycanthropes, qui est... C'est parfait. Oui, c'est un groupe, c'est toute une gang qui est ici à Lafayette en plus. Mais quand je les ai choisis à analyser, ce n'était pas parce que c'était mes voisins et des gens que j'aimais bien. C'était parce qu'ils ont fait publier leurs livres au Canada. Mais à l'époque, ce qui était des années, en commençant aux années 1970 jusqu'aux années 1990 et même un peu dans les années 2000, il n'était pas confiant qu'il y aurait un lectorat en Louisiane. Donc, ils dépendaient de leur partenariat, de leur relation acadienne parce qu'ils ont choisi des maisons d'édition acadiennes pour se faire publier. Mais en plus, je pense que c'est parce qu'ils voulaient que leur lectorat soit acadien. Qu'ils puissent comme comprendre mieux ou plus s'identifier à ce qui... Oui, mais il y a plus de monde en Acadie qui... surtout à Moncton, qui s'intéresse à la poésie et qui lit la poésie. Il y a plus d'une culture littéraire et cette population-là, pour ces gens-là, leur perspective à l'époque, c'était que notre communauté ne va pas nous lire. On peut présenter notre poésie, on peut vendre nos livres ici. On ne va pas, ils ne le cachaient pas, mais c'est juste que
ça allait pas vivre. Il n'y avait pas autant de francophones lettrés à l'époque. C'était toujours, on était toujours en train de les créer, de les produire à l'école. Parce que, par exemple, la plupart des gens dans ma ville qui sont des francophones de naissance, qui sont des locuteurs natifs, sont les plus jeunes, pour la plupart, sont dans la cinquantaine, mais oui, mais il y en a qui sont beaucoup plus âgés. C'est rare. J'ai quelques amis qui sont jeunes, qui sont dans la trentaine ou même plus jeunes, qui ont appris le français ou le créole chez eux en grandissant, mais ça, c'est extrêmement rare. Ce sont des unicorns. Ouais. Ils sont cachés dans un bayou quelque part, là. Ouais, ou même ils ont grandi à Bâton Rouge, un jeune. Il y a un jeune que je connais dont la femme, le côté d'un de ses parents qui est créolophone, a de la parenté à Bâton Rouge. Et il m'a dit que oui, il y a des petits enfants là-bas qui parlent en créole avec leurs grands-parents. Mais ça, c'est vraiment, c'est caché. C'est caché au milieu de la capitale. Parce qu'ils ne s'affichent pas autant. Ce qui est regrettable. Et du coup, au niveau de ce cercle de poètes lycanthropes, pourquoi tu les as nommés comme ça et ils écrivent que de la poésie sur les loups-garous? Non, ils écrivent à d'autres sujets aussi, mais deux recueils de poésie qui avaient été publiés chez les éditions Personnage à Moncton. Eux, ils ont écrit des recueils dédiés totalement aux loups-garous. Mais les autres, c'est les gens qui faisaient partie de leur salon littéraire, si on peut l'appeler ainsi. Eux aussi, j'imagine qu'ils se sont inspirés lors de leurs conversations, de leurs échanges, mais ils écrivent des poèmes à ce sujet-là, ou bien en s'identifiant comme des loups-garous aussi. Mais pour la plupart, ce sont ces genres Snow qui a écrit un recueil qui est intitulé Suite du loup, et Debbie Clifton qui est une femme une créole de couleur qui est chercheuse et écrivaine d'ici. Elle s'est fait publier chez Personnage dans la collection Acadie tropicale. Et je trouve ça intéressant. C'est encore une autre brise de frontière où elle existe dans cette Acadie tropicale. Ce qui a été cette collection chez Personnage a été nommée pour un collecte de poèmes et de nouvelles qui était appelé Acadie tropicale. Et je pense que les écrivains pendant cette période, là où, pas longtemps après la fondation du Codophile, et quand ils ont passé énormément de temps au Canada se sensibilisant, je suppose, à la cause des francophones en milieu minoritaire là-bas. Et ils voulaient en faire partie, je pense. Et donc, je pense qu'il y avait une certaine reconnaissance. Mais oui, ils se tiennent au loup-garou à cause de la notion de la double identité. Américain, francophone, cadien, créole, noir, afro-américain, créole, créolophone, francophone, cette dualité. Est-ce qu'il y avait comme une... je sais que ça a été le cas en Nouvelle-Écosse, mais que si tu parlais français ou si tu étais associé à ce groupe-là, tu te faisais discriminer ou traiter différemment, puis c'était quelque chose que tu devais cacher? Ah oui, le français a été interdit à l'école au début du 20e siècle. Et j'ai oublié la date quand ils ont changé officiellement cette loi. Mais oui. Donc, c'était vraiment quelque chose comme un loup-garou, tu dois cacher ça pour ta survie. Oui. Mais c'est aussi quelque chose qui suscite des désirs interdits, comme c'est secret.
La rage, c'est un thème répandu dans ces livres-là. La rage contre la pression de se cacher, de la haine intériorisée, le racisme intériorisé qu'ils ont dû vivre. Même la rage contre les générations précédentes qui n'ont pas transmis le français. Alors oui, ils ont la métaphore pour le faim et la férocité du loup-garou, d'un homme qui devient une bête qui a envie de tuer et de boire du sang. C'est une métaphore pour cette rage-là. Et le désir d'afficher sa francophonie et d'oser de faire des choses bizarres, de pratiquer les croyances populaires et les rituels comme le faisant de la spiritualité qui est syncrétisée avec des croyances africaines, des sortes de prières qui sortent de la norme parce que l'américanisation a commencé vraiment suite à la guerre civile, a accéléré après cette guerre. Mais oui, le 20e siècle, c'était le siècle dans lequel je pense que les Louisianais ont témoigner le plus de menaces à leur langue et à leur culture pour des raisons économiques. Un peu comme, je sais pas, la situation c'était similaire au Québec pendant la Révolution tranquille, au milieu du 20e siècle où l'anglophonie, ta capacité de passer à l'anglophonie te favorisait. Tu avais plus d'accès. Tu as publié quelque chose qui m'a vraiment interpellé par rapport à Emmanuel Macron. Je sais que c'était... et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, on a dit... Parce que la France a du mal à se fournir en gaz. Et on a vu, étrangement, Emmanuel Macron venir titiller, un petit peu animer la francophonie louisianaise. Et toi, tu as fait un lien entre le fait que la Louisiane produise du gaz et que la France ait besoin de gaz. Et tu penses vraiment qu'Emmanuel Macron est passé en Louisiane pour faire un coucou aux francophones en leur disant « Bon, venez me donner du gaz ». T'as utilisé le terme pétrocolonie. Je crois qu'il ça nous a vraiment marqué. Je n'en suis pas sûre, mais ça ne m'étonnerait pas si derrière des portes fermées, ils ont fait des négociations de prix pour le gaz naturel liquéfié. Et ce n'était pas mon idée à moi. Je cherchais des articles à donner à mes élèves. Et je suis tombée sur un article du Courrier international qui a cité un journal d'ici, de Acadiana Advocate, la région encore pas officielle, je crois pas, mais on est dans des géographies imaginaires. Acadiana, l'Acadiane, c'est le triangle du sud de la Louisiane où il y a les francophones, où il y a la plupart des francophones, historiquement, mais aussi juste en termes de la population. Et ils ont cité, The Acadiana Advocates. Et c'était l'auteur, c'était ce journaliste-là qui a spéculé que peut-être le besoin de gaz a motivé une visite en Louisiane. Alors oui, parce que le gaz naturel liquéfié, c'est une spécialité du sud de la Louisiane. Donc, on est l'économie ici, c'est se nourrir de l'industrie pétrolière depuis très longtemps. Et je ne suis pas experte là-dessus, mais en ce qui concerne la francophonie et l'impact de cette industrie au milieu encore du 20e siècle, cela aussi, l'arrivée de cette industrie, c'était aussi l'un des débuts des fins à la francophonie majoritaire ici. Parce que encore c'est une opportunité économique qui a effectivement envahi des communautés auparavant franco-majoritaires. Et bien sûr, pour
graver des échelons dans cette industrie et dans n'importe quelle industrie. À l'époque, c'était nécessaire de parler anglais. Wow. Alors, j'ai entendu des histoires où que, oui, mais mon grand-père, il parlait en français sur les plateformes pétrolières. Alors, même si la main-d'œuvre était francophone et même si ce n'était pas interdit de parler en français comme à l'école, naturellement, ils se sont américanisés, ces gens-là, au fil des années. Oui, ça demeure une industrie dominante. Alors, oui, le terme une pétrocolonie, je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu quelque part, je ne sais pas où, mais c'était de la bouche d'un militant franco-louisianais, je pense. Je ne sais pas quand, mais oui. Wow. Donc, je ne crois pas que faire référence au colonialisme soit injuste dans ce cas-là, mais non, je ne suis pas convaincue que, Macron, il est venu ici pour annoncer une nouvelle initiative en éducation et honorer notre francophonie, mais vraiment, il voulait nous acheter du gaz. Mais oui, notre dépendance sur cette industrie, c'est la chose qui est la plus nuisible pour cet État. Il y avait des marées noires très récentes, ça n'arrête jamais, l'érosion côtière et je pense qu'il y a des gens de partout qui étudient l'érosion côtière en Louisiane parce que c'est grave. Mais encore pour relier ça à la francophonie, ce sont les communautés autochtones côtières dont les terrains sont menacés le plus. Ces populations-là, dans ces populations, ça va vous étonner, je pense. La densité des francophones est la plus grande parmi toutes les communautés francophones en Louisiane, parmi les Cajuns, les Créoles. Parce que même s'ils sont de très petites populations, parce qu'ils ont retenu leur terrain sur la côte, étonnamment, parce que ça n'arrive pas très souvent aux Autochtones de retenir leur terrain. Mais ces communautés-là, en quelques instances, donc ils ont pu maintenir leur culture et la transmission de la langue. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages sur l'île de Jean-Charles. Dans le golfe du Mexique. Oui, c'est une île qui est en train de disparaître à cause de l'érosion. Et c'est les habitants de l'île de Jean-Charles, qui sont des tribus Pointe-aux-Chênes et Houma, sont les premiers réfugiés climatiques du continent, sinon ailleurs. Mais oui, il y avait eu pas mal de reportages français ou francophones et d'interviews avec ces gens-là parce qu'ils sont francophones. Wow. Ils ont été déplacés. Tu sais, la première fois où j'ai... il y a Swael qui nous dit qu'il y a un journal télévisé de France 2, qui est une chaîne française qui en a justement parlé. La première fois où moi j'ai entendu parler de la Louisiane, que j'ai entendu parler de la Louisiane francophone, c'est dans la série True Detective. Et où j'ai découvert deux choses. La première des choses, True c'est... Detective, il regarde des trous. Non, mais c'est mon accent de français de France. Je suis tannante. Et du coup, il y a deux choses qui m'ont sauté aux yeux. Déjà, la série est fantastique, mais deux choses, c'est d'une part l'industrie pétrolière à un endroit où je m'y attendais pas du tout. Tu vois, je voyais plutôt ça au Texas, mais pas sur la côte louisianaise. Et l'autre chose, c'était le nombre de noms de famille à consonance francophone. Et c'est là où moi ça a démarré, parce que cette série-là, je l'ai découvert en 2013-2014. Et c'est là où je me suis dit, mais pourquoi il y a des gens qui ont des noms français de France en Louisiane, tu vois? Et ça a vraiment fait démarrer moi ma réflexion sur la Louisiane. Et après, j'ai vu Bâton Rouge, j'ai vu plein d'autres noms et je me suis dit, mais what? Attends une minute. Et il y a beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français. C'est grâce à True Detective. Exactement. Et non pas à la francophonie, rien de... tu as remarqué ça parce que moi, en vivant en Louisiane, quand j'ai regardé cela, non, je ne pensais pas vraiment à la francophonie, pas du tout, parce que je suis entourée constamment
Non, la seule chose, c'est les noms de famille. C'est les noms de famille où je me suis dit, tu vois, enfin, voilà. Donc ça m'a vraiment... Ça m'a vraiment fait un truc, ça m'a fait découvrir. On arrive presque à la fin de notre entrevue. On a une dernière question à te poser. Yes. Donc, comme le nom de l'émission, Ctrl-Z, qui est la commande que tu fais sur un clavier d'ordinateur pour effacer ou enlever ce que tu viens de faire. Qu'est-ce que tu aimerais changer ou reconstruire dans qui s'est passé avant, évidemment? Oui, je changerais la vente de la Louisiane. Non, mais la France n'avait plus les moyens de gérer une énorme colonie telle que la Louisiane. Donc, on l'a vendu à Thomas Jefferson. Mais ne serait-il pas intéressant de voir ce qui aurait été le sort de l'Amérique du Nord avec une présence colonisatrice française? Ouais! Wow. Alors, je m'attendais à tout, mais alors sauf à ça. Waouh! En plus, alors ça, c'est une autre chose qui m'a sauté au visage. C'est le jour où j'ai vu la taille de la Louisiane française à cette époque. Et je me suis dit, mais what? On était jusque là-haut, là? Yeah. Oui. Non, c'était un bon deal pour les États-Unis. Ah ben, oui. Surtout que Napoléon, à l'époque, il avait jamais voyagé jusque il était comme, là. Sure, whatever. Ouais, prends-le ton bout de terrain là-bas. Alors, est-ce que tu penses, parce que nous, ce qui nous intéresse aussi dans l'émission, c'est les questions coloniales aussi. Est-ce que tu penses que étant une colonie française, est-ce que le traitement des autochtones et en Amérique du coup de la Louisiane aurait été différent? Oh, wow. Parce que tu vois, par exemple... Je ne sais pas, mais je pense en ce moment, je pense à un livre en particulier au sujet des échanges entre c'était les premiers contacts entre les coureurs de bois et les autochtones et la facilité de passer entre les deux cultures grâce à la culture matérielle, à la troc, vraiment à l'échange des affaires, des trucs là. Donc, mais ça c'est dans un certain contexte. Oui. Alors je ne sais pas. Je devrais examiner comment ça se passe avec des communautés. Je ne sais pas, les Basques. Qui est-ce qu'on peut? Oui, on pourrait dire que les Basques sont les autochtones d'Europe. Alors est-ce qu'ils vont bien en France, les Basques? Wow. Je dois faire la recherche avant de pouvoir répondre. Nice. Alors, j'aurais vraiment aimé développer cette question. Là, tu viens de lâcher une bombe à la fin de notre entrevue avec cette question. J'aurais vraiment... c'est toi qui as commencé, là, c'est ta faute. Ouais, non, c'est moi. Mais j'aurais vraiment aimé parler de ça plus longtemps. Alors là, on arrive à la fin. Yeah. Merci beaucoup, Rachel. Mais on pourra se reparler. Mais il faut qu'on se reparle bientôt, si tu veux, là. Évidemment. OK. Oui, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi. Du coup, on va te laisser repartir tranquillement et te souhaiter, du coup, une bonne soirée. Est-ce que tu as vu le coucher de soleil, là? Oui, je l'ai vu. Good. Oui, il fait noir maintenant. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais juste partager aux auditeurs avant de partir sur quelque chose que tu recommandes qu'ils lisent ou quelque chose que tu as écrit que tu aimerais qu'ils aillent regarder ou quoi que ce soit comme ça? Ah oui, si vous voulez savoir plus au sujet du loup-garou, j'ai écrit un article dans Rabasca, c'est la revue d'ethnologie de l'Amérique française. OK. Et vous pouvez rechercher cela en ligne sur érudit.org. C'est une base de données à libre accès. C'est accessible en ligne. Et vous pouvez lire, des légendes, des loups-garous et mes analyses de la littérature et de la culture populaire là-dedans. Très cool. Merci beaucoup, Rachel. Du coup, bonne soirée à toi. Et puis, on se reparle une prochaine fois pour reparler de ça. Salut, Rachel. OK. Bonne soirée. Bye. OK, tout le monde. Alors, encore une invitée de feu. Hein. Toujours. Il est tard, on va pas épiloguer. Merci beaucoup aux personnes qui nous ont suivis et qui ont commenté, notamment Swael,
le web, Rachel, une autre Rachel, Romain, tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'on commence à avoir ces échanges-là. C'était une entrevue qui était tout aussi politique, mais un peu différente. Ouais. Mais ça montre que c'est un peu partout. Que tout est politique, tout ne l'est pas, mais tout l'est. C'est exactement ça. Donc, merci beaucoup. Alors, la semaine prochaine, ce sera la dernière émission de l'année. J'ai dit on pouvait mentionner qui est-ce qui allait être notre on est invité. sûr. Hein? Oui. C'est confirmé en tout cas, là. Donc, nice. On laisse pas. Si jamais il y a un problème, on le ramènera, mais si tout va bien. Donc, c'est Kevin Arsenault, le politicien du Nouveau-Brunswick qui est du Parti vert et qui est extrêmement revendicateur et très intéressant. Il a aussi une ferme coopérative en même temps, tranquille, on a du temps libre, mais il est extrêmement revendicateur au niveau des droits de la personne, mais contre, entre autres, Irving, qui est un multimilliardaire pétrolier, etc., qui a acheté beaucoup de choses au Nouveau-Brunswick, comme les médias et entre autres. Donc, et qui ne paye pas ses impôts. Ouais, donc, on aura l'occasion d'en parler avec Kevin Arsenault. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir de pouvoir le recevoir. Tellement. Surtout vu ce qu'il balance sur les derniers reportages de Radio-Canada. Yes. Bref, on n'en dit pas plus. Ça va être vraiment, vraiment cool. Ouais. D'ici là, portez-vous bien. Ouais. Likez, partagez si vous trouvez que c'est intéressant ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et puis, retrouvez-nous, bien sûr, sur Instagram. Sur les podcasts, sur YouTube, un peu partout, et sur Twitch. Et on se retrouve à partir du coup de 19h la semaine prochaine. 18h. 18h. Je sais pas où est-ce que lui va être là, mais... Je serais peut-être une heure décalée, excuse-moi. Oh good. Mais ça, on se retrouve la semaine prochaine, puis ce sera la fin de l'année, donc on va peut-être faire un bilan de l'actualité de, je sais pas, des trucs qui nous ont marqués. Les fachos. Voilà. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Bye.